Donc dans le cadre de l'ARSCOP, la société Jean-Lutz a été mise à contribution euh, pour mesurer la pression interstitielle et développer des systèmes évolutifs de mesure de cette pression interstitielle. Et dans ce cadre, on a accompagné une thèse soutenue par Panagiotis à côté de moi, et dont le directeur de thèse était Philippe Ravstek. Et donc je vais un petit peu vous présenter, essayer de vous présenter tout le déroulement de cette thèse, sans rentrer peut-être trop dans les détails des calculs et des essais qui seront l'objet plutôt de la présentation faite par Philippe en suivant. Donc voilà, ça sera le déroulé de la thèse avec un petit peu la problématique et comment on est arrivé à réaliser différents essais, à développer des prototypes, à développer une chambre de simulation d'essais, à faire des essais sur site, dans le cadre de l'ARSCOP avec les essais croisés, et aussi au travers d'autres essais réalisés après l'ARSCOP. Et donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc de manière générale, les essais pressiométriques ont un rôle prépondérant dans la mécanique des sols pour la caractérisation du sous-sol et l'évaluation d'importance. Mais la limite de ces essais pressiométriques, en tout cas à l'état actuel des connaissances, ou celles qu'elles étaient au début de l'ARSCOP, était l'absence de la mesure de la pression interstitielle. Donc cette absence de mesure directe de la pression interstitielle nous a amené à réfléchir à comment introduire un capteur qui permettrait de le faire de manière régulière et continue sur chantier, et de se mettre un petit peu en concurrence avec des essais qui sont réalisés en pénétro, en CPT et en CPTU particulièrement, pour proposer des choses différentes et permettre encore d'améliorer cet essai pressiométrique. Donc dans ce cadre, la pression interstitielle était utilisée pour évaluer les contraintes effectives et le drainage du sol, et il y avait un intérêt pour des méthodes fiables d'évaluation du risque de liquéfaction des sols. Donc comme je disais, l'objectif a été de développer des prototypes, donc des méthodes, des outils, pour mesurer la pression interstitielle. Et dans cet objectif, des essais monotones et cycliques ont été réalisés sur différents types de terrains, des argiles, des sables, des limons. Et les résultats ont ensuite été comparés in situ et en chambre d'étalonnage pour évaluer la précision et la pertinence des mesures qui ont été récupérées. Et des méthodes ont été développées ensuite pour évaluer le potentiel de liquéfaction des sols et proposer des critères et des protocoles d'interprétation, voire une prédiction de comportement de sol sous sollicitation. Alors cette partie, je vais aller assez vite parce qu'elle a déjà été présentée par d'autres. J'ajouterai juste qu'avant Ménard, il y avait déjà eu des travaux qui étaient réalisés sur des essais pressiométriques par Kodler et Scheidisch en 1939, donc c'est peut-être pas la meilleure période pour les développer. Donc le vrai développement, ça a été fait par Ménard entre 55 et 57 avec des prototypes qui ont évolué et la sonde tricellulaire. Et c'est un outil qui est devenu donc indispensable pour mesurer la portance et analyser le comportement des sols. Au niveau de la pression interstitielle, il y avait déjà un historique en fait qui avait été réalisé sur différents prototypes. Le PAF 2000 par les ponts et chaussées, le Cell Boring Pressure de Cambridge Institute et l'outil DiFluPress développé par EDF et GDF pour la mesure du fluage à long terme dans le cadre des centrales nucléaires. Plus récemment, les innovations apportées à la miniaturisation de l'électronique et à l'amélioration de la précision et de la fiabilité nous ont fait penser qu'on pouvait intégrer plus finement donc, le capteur directement sur la sonde. Cette pression interstitielle, elle est très importante. Elle va fournir des informations cruciales sur les contraintes effectives et permettre d'évaluer le comportement des sols et la réponse aux sollicitations. Elle permet aussi d'améliorer l'analyse pressiométrique pour une meilleure reconnaissance des sols et va aider dans la conception et la sécurisation des fondations, notamment soumis à des charges cycliques telles que des éoliennes ou en offshore, dans des travaux qui donc sont soumis à des cycles. Les problèmes et défis qu'il y avait, c'était la mise en œuvre du fait d'introduire un capteur directement sur la sonde, de rendre cet aspect donc, utilisable dans la pratique quotidienne par les différentes entreprises de géotechnique, de fiabiliser, de robustifier tout ce système et d'obtenir une précision dans les mesures.
Alors, les sondes que nous avons utilisées au départ, c'était les sondes classiques Ménard 60 et 44 pour le développement des prototypes en tube fondu. Court plutôt, 44 court. Francis Court pour la sonde 44. Non, Non, court. court. D'accord. La sonde courte, Ouais. pardon, dans le tube fondu, effectivement, pour la sonde 44. Et aussi avec le SBP Cambridge Institute qu'on a pu tester aussi dans la chambre de pression qu'on a développée. Donc, un premier proto d'un capteur de mesure de pression interstitielle en optimisant la protection électronique a été développé sur la sonde 60, puis ensuite sur la sonde en tube fondu. Et donc, une procédure d'essai a été établie dans le cadre de la thèse de Panagitis, de Takis, à travers des essais monotones pour mesurer la réponse du sol sous des charges progressives et constantes, donc des mesures qualitatives permettant d'identifier le type de sol, le niveau de drainage, ainsi que quantitatives pour le calcul de la portance en contrainte effective. Des essais cycliques aussi de comportement à la rupture ont été réalisés pour simuler les conditions réelles de chargement dynamique, pour évaluer la fatigue en réponse au cycle et la liquéfaction des sols. Enfin, pour tester tous ces éléments, nous avons développé une chambre d'étalonnage dont l'objectif était de fournir un environnement contrôlé, de conception étanche, avec une répartition symétrique de différents capteurs pour mesurer les pressions et déformations directement dans la chambre, et établir donc des procédures expérimentales pour définir comment installer la sonde, comment vérifier l'étanchéité, et comment saturer le capteur avant de réaliser tel ou tel type d'essai, donc monotone ou cyclique. Et la validation était l'objectif, et donc pour valider la précision et la fiabilité des mesures, et mesurer l'homogénéité des contraintes, et ensuite finalement comparer avec des essais triaxiaux et d'autres méthodes de laboratoire, voire des simulations numériques. Donc voilà la chambre intermédiaire qui a été réalisée par Takis, et donc tout le système de versement du sable et tout le système électronique de mise en pression, en fait, où on verra un petit peu après, dans la chambre, on a un système d'airbag pour mettre en contention tout l'ensemble du massif, quoi. Et donc différents éléments déjà existants chez Jean Lutz, d'instrumentation, de chantier, donc un dialogue, un prévôt, ont été utilisés, et donc la sonde, la cellule de mesure a été mise en place au milieu de la sonde, et différents types d'essais ont été réalisés, donc Philippe pourra certainement en parler ensuite. Et donc par exemple, des protocoles de mesure avec donc des cycles un petit peu équivalents à ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant, avec des temps de dissipation, et Ça, c'était plutôt in situ. On l'avait fait en Guyane. sur des essais in situ, en particulier donc en Guyane, avec la société Aegis et avec l'université Gustave Eiffel. Donc la conception de cette chambre et l'utilité, c'est la construction de la chambre, c'est pour des essais sous conditions contrôlées, afin de simuler des conditions de drainage parfaites ou de non-drainage. La chambre devait être étanche, avec des capteurs de pression et de déformation répartis uniformément. On a utilisé, donc, comme je le disais, des sondes Ménard classiques et la sonde SBP de Cambridge Institute. Et on a pu étudier des pressions totales et interstitielles et isoler des paramètres influents. Donc, les procédures expérimentales concernent donc la préparation des échantillons de sol, l'installation, la vérification des sondes, et ensuite la réalisation d'essais monotones pour atteindre la rupture et cycliques. Et on a donc pu contrôler les conditions de drainage en essais drainés et non drainés. Et donc l'idée générale, ça a été de vérifier la précision et la fiabilité des mesures dans le but de valider l'homogénéité des contraintes et de comparer avec les essais triaxiaux, les méthodes de laboratoire et des simulations numériques, par exemple les méthodes mises en place avec le logiciel César LCPC. Tu veux intervenir ? Donc de manière plus générique, voilà la chambre d'étalonnage. Donc on voit en fait les airbags que j'ai mentionnés avant, donc qui sont des coussins d'air qui sont gonflés par un système Prévost, asservi ensuite à de l'air comprimé et un PC, et de l'autre côté donc une sonde qui est reliée à un contrôleur Jean Lutz, là aussi Prévost, et un PC de pilotage. Et différents capteurs ont été répartis donc symétriquement dans le massif, en l'occurrence du sable, et tous ces capteurs étaient reliés ensuite à un boîtier d'acquisition et ensuite à un appareil de type dialogue, et donc on a pu analyser toutes ces mesures à l'aide de cette instrumentation. Les types de sols testés sont de l'ordre de 3, on va dire, donc les argiles, plastiques, peu perméables, courants dans la pratique quotidienne, mais susceptibles de subir des conditions de déformation importantes,
les sables perméables à faible cohésion et impactés par les conditions de drainage, et le limon, assez classique aussi, intermédiaire entre l'argile et le sable, donc commun dans les sols naturels, et, euh, et dont les caractéristiques affectent la stabilité des structures. L'analyse qualitative concerne l'identification rapide du type de sol par l'observation visuelle des comportements lors des tests et l'estimation du niveau de drainage qui nous donne des indications sur la perméabilité et la dissipation du sol, ou en tout cas la capacité du sol à dissiper la pression interstitielle. De manière plus quantitative, c'est la portance réelle qui a été calculée en contrainte effective et la résistance au cisaillement, afin d'obtenir des courbes de contrainte déformation via la mesure du module, de la pression limite et des déformations maximales. Et les phénomènes observés ont été donc des comportements différents des sols sous les sollicitations monotones. Donc, dans le cas de l'argile, des déformations significatives avant rupture. Pour le sable, une réponse rapide aux sollicitations, une dilatance et une contractance. Et pour les limons, des comportements assez variés selon la teneur en eau et les conditions de drainage. L'impact de la pression interstitielle sur les résultats est lié à l'évaluation des risques, c'est-à-dire l'identification des sols susceptibles de subir une liquéfaction, une déformation excessive. Donc deux grands types de chargements ont été réalisés. Des charges monotones jusqu'à rupture avec application progressive et mesure de la pression interstitielle en chargement statique afin d'évaluer les capacités portantes du sol et les déformations associées. Et des cycles de charge-décharge contrôlés en amplitude et en fréquence sous surveillance continue de la pression interstitielle et des déformations dans le cadre de chargement cyclique afin d'évaluer la fatigue du sol sous des cycles répétés de charge et de décharge pour simuler des conditions dynamiques réelles telles que les vagues, le vent, les séismes, ainsi de suite. Donc les phénomènes observés, ça a été la fatigue du sol et la liquéfaction avec une diminution progressive de la résistance au cisaillement avec le nombre de cycles et une augmentation permanente des déformations. Nous avons réalisé une analyse des cycles critiques et on a pu mettre en lumière l'impact sur la stabilité des sols et donc la conception des fondations à venir suite aux études. Le comportement à la rupture était l'observation de déformations et de la résistance sous charge cyclique et l'identification des seuils de charge et des amplitudes critiques à comparer avec les essais monotones. Et donc le rôle de la pression interstitielle a été mis en évidence dans l'accumulation des déformations et dans la résistance à la rupture. Donc des systèmes de modélisation et simulation numérique ont été mis en place, en particulier avec le logiciel César LCPC. Donc la méthode, c'était l'utilisation de lois de comportement rhéologique pour les matériaux, avec l'objectif de modéliser les essais pressiométriques et de reproduire les conditions expérimentales par la méthode des éléments finis. D'autres méthodes ont été faites avec le logiciel Python et une méthode analytique avec le développement de modèles pour analyser le résultat des essais et simplifier les calculs, et calculer des paramètres principaux du sol, par exemple avec le modèle de You de 1992, qui permet d'estimer les paramètres mécaniques du sol et le module de cisaillement en pression limite. Enfin, le comportement rhéologique des matériaux a été étudié, avec une comparaison des résultats expérimentaux et un ajustement des modèles numériques, avec détermination de prédictions fiables pour la conception des fondations. Alors, différents essais sur site ont été menés, sur différents sites. Donc, en premier lieu, au tout début de la thèse aux États-Unis, à Newington, sur des argiles à forte déformation et liquéfaction. Ensuite, à Saint-Malo, sur des limons sableux avec une mesure de la portance et des déformations dans des sols partiellement drainés. Et finalement aussi à Saint-Benoît-des-Ondes, sur des limons argileux, avec une étude de la variation de la pression interstitielle des sols peu perméables. Les résultats étant comparés en essais monotones et cycliques, donc on peut voir quelques résultats ici qui sont repris ensuite par Philippe, je pense, sur les déformations maximales et la fatigue et la liquéfaction pour les essais cycliques. Donc ça a pu permettre de mettre en évidence la nécessité de cette mesure de pression interstitielle et l'importance pour une meilleure compréhension du comportement des sols et améliorer du coup l'analyse géotechnique. L'apport à la caractérisation des sols et à l'élévation du risque de liquéfaction a un impact direct sur la conception géotechnique. Donc voilà la finalité donc, du montage. Donc on a les deux types de sondes qui ont été développés avec le capteur inséré au milieu de la sonde avec une petite carte électronique dont l'information remonte ensuite via un boîtier d'acquisition au logiciel de traitement et au prévôt. Et dans la partie tube fendu, du coup, c'est une plaque qui est ajoutée sur une des lamelles du tube fendu.
Donc les conclusions et les perspectives de cet essai, c'est l'amélioration significative dans l'analyse des essais pressiométriques de l'apport de la mesure de la pression interstitielle pour analyser de manière accrue les contraintes effectives et le drainage. Et les essais cycliques permettent en plus d'évaluer la liquéfaction des sols, donc là aussi en concurrence avec des outils comme le CPTU. De manière pratique, cela va permettre d'améliorer la reconnaissance des sols pour différents projets de construction, pour la conception de fondations et les infrastructures critiques, et déterminer de nouvelles méthodes pour évaluer les risques de liquéfaction. Et donc les perspectives d'évolution par rapport à la thèse qui a été menée à son terme, c'est de développer des outils plus précis, de fiabiliser et de robustifier donc la mesure encore pour une utilisation plus quotidienne, et de valider par des études supplémentaires des modèles théoriques et numériques, et d'élargir les domaines d'application, et peut-être d'évaluer directement la fatigue d'un sol. Voilà.